L'Égypte. Les grandes pyramides. Les trois pyramides de Gizeh se dressent aux frontières du désert et de la vallée du Nil. La grande pyramide, la plus colossale des trois, est le plus haut monument érigé par l'homme sur la terre. 24 siècles avant Jésus-Christ, 13 millions de tonnes de pierre furent taillées et traînées dans le désert afin de bâtir ces édifices dont les dimensions et la perfection technique ne furent jamais atteintes. Ces demeures éternelles se faisaient face et elles étaient entièrement revêtues de blocs de calcaire poli et probablement une immense couche d'or couvrait leur sommet. Bien qu'on eût établi toutes sortes d'hypothèses surprenantes sur leur construction, basées sur la statistique, leur fonction était encore mal comprise jusqu'à récemment. Une nouvelle génération d'archéologues, disposant d'une technologie de pointe, ont pu apporter des preuves saisissantes des croyances des anciens Égyptiens et du culte qu'ils rendaient aux astres. Ils nous en offrent un aperçu fascinant, convaincus que ces anciennes structures ont un dessein cosmique. Les temps modernes et la technologie peuvent-ils vraiment jeter une lumière nouvelle sur le monde spirituel du passé ? Je m'envole et m'éloigne de vous, ô homme. Je n'appartiens pas à la terre, j'appartiens au ciel. J'ai plané dans le ciel comme le héron. J'ai embrassé le ciel comme le faucon. Je suis l'essence de Dieu, le Fils de Dieu, le messager de Dieu. Contemplez le fidèle et aimable Osiris. L'être splendide est venu comme les étoiles d'Orion. Je suis venu pour glorifier Orion. Mon âme est une étoile d'or et avec lui, je renverserai éternellement le ciel. Cet étrange et magnifique poème est inscrit en hiéroglyphes sur les sarcophages et les tombes. Les textes des pyramides sont parmi les plus anciens du monde. Déchiffrés il y a environ 150 ans, ils sont actuellement réexaminés à la lumière de nouvelles théories sur la perception que les anciens Égyptiens avaient du monde et sur ces monuments bâtis comme des montagnes. Remonter à travers les siècles toute l'histoire de l'Égypte, depuis la domination romaine, les empereurs romains, Auguste et Cléopâtre, l'Égypte ptolémaïque, le premier conquérant grec, Alexandre le Grand, puis les rois de Perse et 31 dynasties de pharaons, comprenant les règnes d'environ 400 souverains, est un long périple. 500 000 ans nous séparent de la période qui nous intéresse, où les premiers pharaons de l'ancienne Égypte unifièrent et civilisèrent les royaumes de la Haute-Égypte, la vallée du Nil et le fertile delta de la Basse-Égypte. L'Ancien Empire atteignit son apogée au siècle des pyramides, pendant à peine 100 ans, de 2600 à 2500 avant Jésus-Christ. La durée de vie d'une personne, régnèrent les souverains de la 4e dynastie qui construisirent avec une telle précision de merveilleuses pyramides. Qu'est-ce qui inspira ces pharaons de la 4e dynastie à ériger des édifices aussi étranges, dont la perfection et les dimensions furent adoptées ensuite par leurs successeurs de la 5e dynastie? En dépit de leur délabrement, elles détiennent le secret de la construction des pyramides antérieures, celles de la 4e dynastie.
Celles-ci se trouvent à Saqqara, à environ 16 km au sud de la Grande Pyramide, près de l'ancienne Memphis. Les constructeurs de ces pyramides, à présent en ruine, connaissent bien les légendes de leurs ancêtres, ainsi que les anciens cultes des étoiles. Comme eux, ils croyaient que les étoiles étaient une manifestation de leur divinité. Deux écrivains qui viennent d'écrire un livre sur ce sujet, Robert Duval et Adrien Gilbert, nous font visiter la pyramide en ruine du pharaon Ounas de la 5e dynastie, où se trouvent les premiers indices qui les ont conduits à leur récente découverte. Malgré son mauvais état, c'est sur les parois de cette pyramide qu'apparaissent pour la première fois des inscriptions. Now look at this. Isn't this fantastic? Unlike the 4th dynasty pyramids, which were totally devoid of text, these crumbled 5th dynasty pyramids are full of these fantastic writings. Just look up at the ceiling. I mean, it's absolutely covered with stars. It's just like being out under the night sky. They constitute the oldest body of religious writing in history. And they're there on the walls to help the dead king into his voyage into the afterworld. Les textes des pyramides accompagnaient les momies qui étaient dans ces tombes. Il s'agissait sans doute de cantiques et de prières destinés à aider le roi à accomplir son voyage dans l'autre monde. Une idée inscrite sur un mur avait plus de pouvoir que si elle se gravait dans la mémoire. Elle avait une signification magique. C'était une formule magique qui avait le pouvoir de protéger, d'assurer que ce qui est écrit s'accomplira. Ce serpent à la tête coupée en est un exemple. L'âme n'a plus à craindre la morsure d'un serpent. Ces textes présentent aussi la forme de l'Ankh, qui symbolisait la force de la vie et la vénération pour le dieu Atum. Mais ces écritures font sans cesse allusion au pharaon transformé en étoile, voyageant vers les constellations. This hieroglyph symbolizes Sobed, which is their name for Sirius, the brightest star in the sky, which they associated with the goddess Isis. And here is the name of the king Unas in the oval-shaped cartouche. And here we are told he is given life and he is the beloved of the supreme god, his father Atum. Now the pyramid texts, together with the ancient later papyrus, known as the Book of the Dead, tell us about the beliefs of these ancient people. And most importantly, they tell us how the Egyptians believed civilization began in their country so many thousands of years ago. Le mythe de la création revient constamment sur les murs des tombes et sur les plaques funéraires. Il avait une importance capitale pour les anciens Égyptiens, et tous les pharaons étaient considérés comme son incarnation. À l'origine, Atum-Ra, divinité solaire, considérait avec indifférence la terre qui venait d'être créée. Il envoya l'un de ses petits-fils, Osiris, à son peuple pour prêcher le bien et le civiliser. Osiris, divinité à l'image de l'homme, se promenait en compagnie de son épouse Isis sur la terre du Seigneur, la transformant en un merveilleux endroit. Hélas, Seth devint jaloux de son frère Osiris et le tua. Il le dépeça en 14 morceaux qu'il dispersa dans toute l'Égypte. Isis, désespérée, partit à la recherche d'Osiris. Finalement, ayant trouvé toutes les parties de son corps, elle les unit avec des bandelettes de mousseline. Voulant se faire féconder, elle le ramena un instant à la vie et se coucha sur son phallus. Osiris monta au ciel, laissant Isis cachée dans les joncs du delta du Nil.
elle conçut un fils, Horus, destiné à venger son père. Isis, ayant accompli sa mission sur la terre, rejoignit Osiris dans les étoiles. Les anciens Égyptiens considéraient le firmament comme l'équivalent céleste de la terre, habité par les dieux et les âmes des défunts. Le Nil était l'élément le plus important de leur environnement, et lorsqu'ils contemplaient la Voie lactée pendant la nuit, une bande scintillante d'étoiles formant une voûte dans le firmament, ils constataient que c'était aussi la partie la plus importante du ciel. Ils croyaient que c'était le Nil céleste. Or, ils craignaient et respectaient le Nil, car chaque année, ses eaux limoneuses et fertiles inondaient le pays, entouré de toutes parts par un désert aride. La terre dépendait complètement de ce miracle qui se reproduisait régulièrement. Comment l'expliquer? L'époque des crues, coïncidente avec la réapparition de la constellation d'Orion dans le ciel nocturne, cachée pendant 70 jours, ils identifièrent les étoiles d'Orion avec Osiris, le dieu qui les protégeait et les comblait de bienfaits. Il était là surveillant ses bienveillants ouvrages sur les rives du Nil céleste. À sa gauche se trouvait l'étoile Sirius, considérée comme son épouse, parce qu'elle était brillante et belle et qu'elle suivait Orion dans sa course à travers le ciel. Il régnait ainsi sur le royaume des cieux. Il régnait sur la nuit, sur le royaume des morts, et Ra, le grand Dieu, régnait sur le monde des vivants. Quant à Atum, qui était le créateur du ciel et de la terre, Ra lui prit le pouvoir et permit à Atum d'être le dieu du soleil couchant, non sans avoir accompli sa tâche quotidienne. Les mythes des anciens Égyptiens représentent symboliquement le bien et le mal, la beauté du ciel et de la terre. Mais que nous disent-ils des pyramides? When you're looking at the pyramids, you're looking at religious architecture. And if you think of other religious architecture, such as the great cathedrals of Europe, if you want to understand those, you've got to look at the Bible, which would explain why they're cross-shaped and so on. And in the same way, if you want to understand the pyramids, you've got to look at their religious literature, which is the pyramid texts. Clearly, we're looking at a situation where an idea sparked in the mind of some great architect priest. There must have been a very powerful motive behind this idea. You don't start a construction plan, raising monuments to heights of 100 meters, without being very motivated. Afin de percer le mystère de leur motivation, il fallait ouvrir des horizons nouveaux. En général, lorsque nous regardons une carte, nous voyons l'Égypte dans ce sens, avec la partie supérieure située au nord. Or, les anciens Égyptiens traçaient leur carte en sens inverse, en s'orientant vers le sud. Le monde entier était situé par rapport au sud, et pour les étoiles situées au sommet de la voûte céleste, le sud était le seul point de repère. Le delta fertile ou Basse-Égypte, là où le Nil se jette dans la Méditerranée, se trouve alors à l'extrémité inférieure. Les trois grandes pyramides de Gizeh, construites par les pharaons Khéops, Képhren et Mykérinos, sont par conséquent orientées dans ce sens. Nous observons la première, la plus haute, la grande pyramide de Khéops. La grande pyramide comprend 4 parties, une chambre souterraine, probablement antérieure à la construction de la pyramide, la chambre de la reine, située exactement au centre et que l'on croyait abandonnée jusqu'à récemment, une magnifique galerie conduisant à la chambre du roi. Cette immense galerie, avec ses parois convergentes, est considérée comme un chef-d'œuvre de la maçonnerie. Voici l'entrée de la chambre du roi. Le plafond ainsi que les murs sont en granit, ce qui jette une note dure et sacrée dans le lieu. Le seul objet se trouvant dans la chambre est le sarcophage de Khéops.
C'est le premier sarcophage utilisé par un roi. Il paraît que son couvercle fut démoli il y a très longtemps et que son corps, couvert de bijoux, fut volé. On y trouve un autre élément important, l'entrée de deux petits conduits au passage de 20 cm², très méticuleusement creusés et qui maintiennent le même angle tout au long de la maçonnerie. D'après Bouval et Gilbert, la découverte du rôle de ces conduits expliquerait la fonction de la pyramide. En effet, il y a 4 petits conduits de 20 cm² s'étendant à partir de 2 chambres funéraires. L'un d'eux, orienté au nord, provient de la chambre du roi et l'autre est orienté au sud. Les deux s'étendent jusqu'à la paroi extérieure de la pyramide. Un autre conduit, orienté au nord, provient de la chambre de la reine, mais il n'atteint pas le revêtement extérieur et son extrémité intérieure était fermée. Finalement, le 4e conduit orienté au sud est également bouché des 2 côtés. Voilà l'entrée du conduit sud de la chambre de la reine. Jean Killy est un ingénieur civil français, consultant en géologie. Alors qu'il participait à la construction du métro du Caire, il s'intéressa aux pyramides. Il est actuellement le président de l'association France-Égypte. You will see that Khufu put magical devices in this pyramid. For instance, there are many recesses. You don't know why. The shaft, of course, the Khufu pyramid is unique for shaft. You have 4 shafts. I think that they have a very significant function. And the construction of that shaft was not easy at all for many reasons. You have a wall perfectly well dressed with stones, and the last one are hewn slantwise, as you see with the appropriate slope. Then in the upper stone is hewn exactly the section of the shaft. If the Egyptians have accepted these complications, this is a proof of the very significant function of the shaft. All these sort of building, all these sort of shafts, definitely they have been made for specific reasons. They are not haphazard done by the ancient Egyptians, but they never left us anything to tell us what are these things is. No plans for the pyramids, no sketches for the pyramids, nothing. Pendant 80 ans, ces conduits furent une énigme. En 1963, un chercheur, spécialiste des pyramides, tenta de corroborer sa théorie selon laquelle les conduits étaient probablement dirigés vers un point situé dans le ciel. How important the sky is to a culture, I think, depends mostly on the weather. The skies of Egypt are dark, or they were 4,000 years ago. They are generally very clear. The Egyptians covered the ceilings of many of their tombs with paintings of the sky showing the patterns of their constellations and the names of the gods and the pictures of the gods placed within those stars. Unfortunately, they went in for artistic arrangement rather than accurate arrangement, and in most cases we cannot be sure which pattern of stars corresponds to which modern constellation. La difficulté était d'autant plus grande que la position actuelle des étoiles dans le ciel n'est plus la même. Cela est dû au phénomène de la pression. C'est évident que chaque soir, les étoiles semblent se déplacer dans le ciel, qu'elles se lèvent et se couchent comme le soleil. Le point culminant d'une étoile est au sud, et cette hauteur change à cause de la précession. Virginia Trimble a démontré que, par exemple, la constellation d'Orion descend d'environ 1 degré par siècle dans le sens inverse du temps. We realized very quickly that there weren't many bright stars that pass over those southern shafts. The most conspicuous ones at about the right time were Delta Epsilon and Zeta Orionis, the 3 stars of Orion's belt. This is Delta Orionis, the brightest of the stars in Orion's belt. This is the declination. And here at 100-year intervals from 4000 BC down to almost the present are the positions.
Here is the period 2500 BC when the pyramids were almost certainly constructed. À l'époque pendant laquelle fut construite la Grande Pyramide, ont donné des résultats surprenants, ce conduit s'alignant parfaitement sur le baudrier d'Orion. Which constellations the Egyptians saw in the sky is still something of a mystery. They had a hippopotamus, and we really don't know which set of stars corresponded to their hippopotamus. But they had one constellation that was an erect, standing man, Osiris, the god. And the one constellation that looks like a standing man to everyone is Orion. And the identity between a deceased pharaoh and the god Osiris made Orion immediately a candidate for a shaft whose purpose was to enable the soul of the pharaoh to communicate between earth and sky. We have seen how this shaft of the King's Chamber points directly to the belt of Orion. Baddewey and Trimble took it up to there in 1964. The next step was to ask, therefore, where do the shafts in the Queen's Chamber point? So I did the calculations, and I was amazed to discover that the southern shaft of the Queen's Chamber pointed to Sirius, his consort, Isis. It was fantastic revelation. Bien que c'était la première fois que l'on observait cet alignement, Bouval et Gilbert n'étaient pas des égyptologues professionnels et personne ne donna suite à leur découverte, d'autant plus que l'opinion générale était que la chambre de la reine avait été abandonnée pendant la construction. Néanmoins, surpris par leurs propres théories sur les alignements astronomiques, il était important de les examiner de nouveau et d'en parler avec des spécialistes. Depuis 1930, le docteur Ivan Edwards est une autorité mondiale en cette matière et il admet que les étoiles ont joué un rôle de premier plan dans leur conception. The star shafts, as I'm calling them, were directed onto certain stars. The idea being that the spirit of the king could use them to reach those stars. I think the oldest and most important, perhaps, was the northern star shaft. That was directed at the circumpolar stars. We know from the pyramid texts that they attached very great importance to the circumpolar stars because they never disappeared, they never died. The Egyptians called them the indestructibles, the Ikhamusek. The pyramids had a stellar connection. This has been known for a very long time, and as I understand it, one of the shafts certainly lines up with the constellation of Orion. So yes, it's quite possible there is significance in this. La base de la théorie des étoiles est soutenue par d'éminents conservateurs du British Museum, anciens et modernes, mais le débat sur la signification du conduit est loin d'être conclu. The pyramid texts tell us that the king had a boat in which he used to move around among these stars. They don't tell us what he did when he got there, but at any rate, obviously, they were desirable places to be. The shafts could have ritual significance. It's a matter of dispute. There are some people who feel that they have a purely practical function, that they're ventilation shafts. There are others who believe, and Beauval and Gilbert are among them, that they have a ritual function. This is also consistent with what we know about the Egyptians' beliefs. They were channels to the stars. They were going to assist the soul of the dead king to join Osiris and become one and live in this celestial kingdom next to the celestial Nile. That's what it seems the most logical and ritualistic purpose of the shafts. We see those shafts shooting in perfect alignment towards the stars. The degree of accuracy is astounding. The base of the pyramid is within minutes of arc. It is very, very difficult for us even today to set monuments of that size. The base of the pyramid is 230 meters long. To walk around the pyramid, you're walking a kilometer. Now, obviously, they used stars to align their monuments. They didn't have the compass, and even if they did have the compass, you couldn't get that accuracy with a handheld compass. So we have a monument that expresses an architecture based on astronomy. Alors que Bouval était de plus en plus convaincu de l'extraordinaire précision de l'alignement des trois pyramides de Gizeh, paradoxalement, cette précision allait s'avérer parfaite dans tous les cas sauf un. Now, there is something baffling about this plan that we see, these three pyramids as we see on the ground. Three pyramids next to each other.
two of almost identical size in diagonal alignment. And yet, this was the puzzling question. The third pyramid was much smaller and offset to the left. It just didn't make sense. Now, if you were Menkaura, a powerful pharaoh, as powerful as the other two pharaohs who built the previous pyramids, why would you build a smaller pyramid? And indeed, why would you offset it to the left? There had to be an explanation, and the explanation seemed to us to be with the stars. Nous savons, d'après les textes des pyramides, que les pharaons incarnaient Horus, le fils d'Osiris. Ils étaient considérés comme une divinité vivante. Bouval et Gilbert se demandaient comment, après leur mort, ils pouvaient devenir une divinité dans le ciel comme sur la terre, à l'image d'Osiris. La momification était en partie une réponse à cette question, son but étant de conserver le corps éternellement. Les pyramides devaient établir une communication entre le ciel et la terre, et elles étaient chargées d'envoyer le pharaon aux étoiles. Mais en même temps, elles gardaient le défunt sur la terre. Parti dans le désert, Bouval choisit une nuit très obscure pour observer les étoiles dans toute leur gloire et pour qu'elles lui révèlent l'élément dont il avait besoin pour confirmer sa thèse. I couldn't find an explanation for the strange layout plan of the three pyramids of Giza. And then, on a night like this, I was in the desert, camping with some friends. In the middle of the night, I couldn't sleep. I got up and stood there on the dune. And a friend of mine joined me. He was a yachtsman. And he was trying to explain to me how to find the star Sirius in the sky. And he pointed at the three stars of Orion. There they were, 3 stars in a row. And he explained how they were directly above Sirius. And then he said, actually, the stars are not actually in a row. The top star is slightly offset to the left. And there I had it. Notoire de l'Égypte, à savoir le Nil. Il calculait le point où les pyramides présentaient une relation avec le Nil et l'angle qu'elles formaient avec ce fleuve. Il compara ensuite avec la position du baudrier d'Orient en rapport avec la Voie lactée. C'est alors qu'il lui vint à l'esprit d'observer les 2 autres pyramides de la 4e dynastie qui s'élevaient, on ne savait pas, à quelques kilomètres de Gizeh. Bouval découvrit à partir d'inscriptions authentiques que la première, construite à Aldevache par Képhren, le fils de Khéops, portait aussi le nom d'une étoile. La deuxième, construite à Zubayed el-Mikti, suivait un plan général et était décalée. Osiris était représenté dans le ciel par la constellation d'Orion. Par conséquent, sur Terre, Osiris était la pyramide de Gizeh. Les Égyptiens avaient bâti le paradis sur Terre. Les théories de Bouval et Gilbert, présentées après des années d'études, sont radicales. Quelle fut l'opinion des experts? La première réaction du monde scientifique fut de surprise. Pyramids, in general, are not very popular with Egyptologists because I think they're too plentiful. There are about 100 of them. And also, I think they've acquired something of a bad name because they've attracted so many cranks. I must confess, I've never been somebody fascinated with the pyramids, although, of course, as a student, one studies them. It is a curious thing. The Great Pyramid has this power over people. In my view, it has the power to destroy common sense. We are ready to hear everything about the pyramids. We have pyramid power books.
We have pyramidologists. We have people who are thinking, no, the pyramids in Egypt and in Mexico and in Peru have been built by people who came from the stars, from heavens. This is not human hands. And, you know, how can this Egyptian build such a huge thing? It's people came from heavens and they have built it for them. I can't really offer any kind of opinion on the value of the work of the so-called pyramidology. Well, they're called pyramidians, of course, and so-called pyramidology. I could only say that most of what I could understand doesn't really make much sense to me. La théorie de Bouval n'a pas encore été commentée. Il est évident que toutes ces innombrables théories dénuées de fondement et publiées pendant des années sur les pyramides ont une influence négative. Sans que l'on sache pourquoi, l'une des plus fantaisistes provient d'Écosse. Mary Brooke est une ancienne enseignante en astronomie et l'épouse d'un astronome royal en Écosse, Herman Brooke. One of my husband's predecessors, Charles Piazzi Smythe, a very distinguished and clever man, who was Astronomer Royal for Scotland for 42 years. He did a lot of excellent work in laboratory spectroscopy as well as astronomy. But he had one eccentric streak, and that was his firm belief in the symbolism of the Great Pyramid of Giza, which he thought had been built under divine inspiration. At the time also, there was a very strong evangelical movement in Britain. There were people who were worried about the theory of evolution. There were people who worried about the findings of the geologists who said that the Earth was extremely old and so on. And they were a bit worried that the authority of the Bible was being undermined. Now, the theory was that the pyramid was built with labor of the Israelites when they were in captivity in Egypt. And that though the building was a monument or a tomb to a pharaoh, that hidden in it was the design which was inspired by God. The cult of the pyramid is still very much alive, and I think myself that Piazzi Smythe had a lot to do with it. Dans les terrains enneigés de l'Écosse sont nées des théories absurdes sur les pyramides qui circulent encore. Est-ce que Bouval et Gilbert appartiennent à cette tendance? Leur théorie sera-t-elle mise en doute à cause des idées fantaisistes des gens comme Piaget-Schmidt? It's not completely inconsistent with the Egyptians' belief about the afterlife and the way that they saw the stars having a function in this. But I think too much is read into that in this case. My own view is that the position of the pyramids had just as much and perhaps more to do with geology and existing topography. Jean Kelly a appliqué ses connaissances du substrat au plateau de Gizeh. Il ne croit pas que la cause du déplacement de la petite pyramide est en relation avec le terrain. I don't think there is any rational reason from the topographical point of view for a non-perfect alignment of the three pyramids. The line going through the centers of the two first pyramids is not going through the center of the last one, the Menkaure pyramid. There is no obstacles concerning the relief. I cannot explain why there is this anomaly. There is certainly another reason relating probably to astronomy. And I think personally that the layout of the three pyramids has been designed from the very beginning by Khufu. There are lots of pyramids in Egypt, not only one pyramid. Of course, the greatest are the three pyramids. But try to put them according to astronomical theory, I can't agree with that and for the moment. I can't pass judgment on it, but I think it's something that has to be aired. And I think that Mr. Bouval has performed an important service in giving this an airing. I've no doubt it'll be criticized. Bound to be. Such things are when they start. The layout of the three pyramids, just speaking as an astronomer, is very reminiscent of the pattern of the three stars in the belt of Orion. There's no question about it. For a start, the three pyramids appear to be equidistant, just as the three stars in the constellation of Orion
are equidistant, with the third star slightly offset from the other two and slightly fainter as well, just as the third pyramid is smaller and slightly offset the line of the other two. It's certainly a very intriguing idea, there's no question about it, but I think we would have to go back into the minds of the ancient Egyptians to know whether, in fact, that's what they intended to do. I'm very skeptical about the larger view, Bauval's larger view of the constellation correlating to the pyramids on the ground. This would imply that the Egyptians of the Old Kingdom were able to reproduce on land over a huge distance a kind of map of the sky picked out from various constellations. I find that very hard to believe. I find it improbable. It doesn't seem to me to be an impossible idea. More than that, I wouldn't care to say. Il semble que le jury soit encore en train de délibérer, mais Bauval et Gilbert n'ont pas encore présenté tous les faits. Les étoiles et les conduits, les cartes et le ciel, tout cela peut effectivement s'aligner. Mais qu'est-ce que cela signifie? Bauval utilise son ordinateur pour examiner les constellations boréales telles qu'elles apparaissaient en Égypte à l'époque de la 4e dynastie, il y a 4500 ans. Il semble que les anciens Égyptiens considéraient ces constellations, notamment la Grande Ourse et la Petite Ourse, comme de puissants gardiens du ciel. Elles tournaient au-dessus d'eux pendant toute l'année, régulières comme le mouvement d'une horloge. En revanche, d'autres constellations, comme Orion, disparaissaient chaque année pendant 70 jours. Elles mouraient. Cela se doit à la rotation de la Terre autour du Soleil et à ce que les étoiles changent de place pendant la rotation de la Terre. Ces étoiles inférieures étaient saluées par les Égyptiens lorsqu'elles réapparaissaient, comme on saluerait une âme défunte ou un dieu absent pendant quelque temps. À l'aurore, juste à l'heure où les autres étoiles disparaissaient, ils apercevaient une nouvelle étoile à l'horizon, absente pendant 70 jours. Cette apparition d'un astre à l'aurore, ou lever hélicoïde, était une renaissance. Les Égyptiens connaissaient sa date et son heure de naissance grâce à leur calendrier et à l'observation du ciel boréal, notamment les positions de la Grande Ourse et de la Petite Ourse, toujours visibles, comme si elles étaient une immense horloge astronomique. Cela nous ramène aux angles des conduits. Non seulement les pyramides de Gizeh étaient une représentation du royaume des cieux, mais elles étaient aussi la version égyptienne d'une sorte de cap cañavéral, car elles pouvaient propulser au loin l'âme du pharaon au ciel. Pour comprendre le motif de tout cela, il faut consulter les textes des pyramides et le livre des morts. De nouvelles traductions de ces textes nous décrivent les pharaons, l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes. Ils se voyaient comme faisant partie d'une ligne en communication directe avec Osiris, le premier dieu et roi qui fonda l'Égypte. Ils étaient son incarnation. À la fois dieu et roi, l'un après l'autre, tous les pharaons essayèrent d'incarner la vie et la mort d'Osiris. Lorsqu'un pharaon mourait, il était momifié comme le corps d'Osiris, reconstitué par Isis. Il était alors recouvert d'une splendide cuirasse à l'image d'Osiris. Le sarcophage en or de Toutankhamon en est le plus splendide exemplaire découvert jusqu'à présent. D'après les papyrus du livre des morts, qui se trouve maintenant au British Museum, l'une des grandes ascensions rituelles se produisait après la préparation des momies. C'était la cérémonie de l'ouverture de la bouche. L'époux et son fils, encore mortels, réveillent la vie qui est encore en lui. Cela devait s'accomplir à l'aurore, à une heure précise, au lever d'Orion. Le pharaon devait ressusciter en tant que Dieu. Bauval et Gilbert ont évoqué cette cérémonie dramatique qui se célébrait sans doute dans la chambre de la reine. Le fils et l'épouse du pharaon défunt pratiquaient ce rite avec un instrument qui avait la forme de la constellation de la Petite Ourse.
Il était souvent en fer, ce métal provenant des météorites qui étaient à cette époque l'unique source de fer. On apercevait de temps en temps ces météorites tombant du ciel, ce qui prouvait l'existence d'un monde céleste. Ce fer étrange, une substance qui ne se trouvait nulle part ailleurs, était la semence des dieux, et c'est pourquoi ils croyaient que ceux-ci avaient des os en fer. I mean, who can imagine just exactly what would have happened? The fantastic costumes that they would have been wearing, the sense of excitement, the wailing women dressed like Isis, and the dead pharaoh in his coffin is stood upright. The stars aligning themselves with the shaft in the north. The constellation of Orion just about to rise at dawn on the horizon. And then the son of the pharaoh, probably wearing a hawk mask, takes up this small adze tool, which is shaped like the northern constellation, and strikes open the mouth of the pharaoh, and takes another tool and plunges it in and opens the mouth. Forces them with the instrument, probably breaks the jaws. Mouth is open, the air comes in, the pharaoh is alive, he is reborn with the stars. La cérémonie de l'ouverture de la bouche, qui se célébrait à l'instant précis de la renaissance d'Orion, servait dans l'esprit des anciens Égyptiens à faire rejaillir un reste de vie dans le corps inanimé du roi. La renaissance et la nouvelle vie étaient essentielles, et les rois-dieux devaient avoir une puissance sexuelle peu commune, leur permettant de copuler avec les déesses. The pharaoh has a further duty to perform as the arisen Osiris. He has to make sure that there is a future heir to the throne who can inherit the title of Horus. And to do that, he has to impregnate Isis, his wife, who is symbolized by the star Sirius. Now the next thing that would have happened is that they would have turned the mummy of the king to the south, in alignment with the southern shaft. He probably had an erect phallus attached to his mummified body. And his duty before departing into the afterworld was to seed the womb of Isis, his mythological wife, represented by the star Sirius. Il croyait qu'après l'aurore et la renaissance, elle deviendrait une parfaite adulte, capable d'élever ses enfants, lorsqu'à l'aube elle atteindra le méridien du sud. As this star aligned itself at dawn with the southern shaft, with the king facing it, that is probably the moment of the seeding of the womb of Isis. Nine and a half months later, the star would rise in the east at dawn. The helical rising of Cyrus, a great moment of rebirth. The heir to the throne was symbolically reborn as her son, Horus, the son of Isis. The Egyptians had the cosmos near to them. They saw the stars as part of their environment. They saw their gods close to them. Their faith was at reach. They could see their destiny in the sky. In many ways, they were closer to their faith and their gods than we are today. La légende d'Osiris et d'Isis met en scène sous une forme symbolique le monde des anciens Égyptiens. Elle nous raconte l'histoire du bien et du mal, de la naissance et de la rédemption qu'ils pouvaient contempler dans le ciel chaque nuit. Bouval et Gilbert nous offrent une théorie vérifiée par la technologie la plus avancée. Ils nous dévoilent le mystère d'une ancienne vision du monde et du cosmos.
in our modern scientific world, with all the technological wisdom we have, we are really no different from our ancestors. We stand like children in front of creation with the same questions. Where have we come from? Where are we going? Le mystère subsiste.